Bonsoir à tous. Je déclare la séance ouverte et je vais procéder à l'appel. Donc, Guitny Aurélie présente. Nathalie Priour est absente et m'a donné pouvoir. Stéphane Lambert, Monique Dionnet, Gérard Alain, Christine Giraudino, Roger Masson, Constant Chauvet, Isabelle Nicolas, pas encore là, Catherine Lelgouache, Olivier Guillet, Nathalie Bossard, Yannick Lebillan est absent et a donné pouvoir à Delphine Chauvet. Laurence Renaudino, Anthony Jaunâtre, Samuel Berthelot, Thierry Ricci, David Binet. Mariette Loira est absente et a donné pouvoir à Olivier Guillet. Christophe Belin, David Rimbert, Delphine Chauvet, Emmanuel Poisblanc, Christine Chevalier, Guy-Luc Fradin, pas d'infos à ce jour, Fabienne Merceron, Frédéric Quérault est absent, Sandra Augiras est absente et a donné pouvoir à Fabienne Merceron, tout à fait. Et j'avais eu un message de Bruno Clavier qui était absent aussi. Ça marche. Et donc, nous avons Isabelle Nicolas qui est arrivée. Et voilà. Alors, nous allons vous faire passer aussi une fiche de présence qui est complémentaire à l'appel qui vient d'être fait. Voilà. Donc, le quorum est atteint et il me faudrait un secrétaire de séance. Prêt ? Allez, Constant Chauvet, secrétaire de séance. Non, c'est maintenant. Je demande si vous avez des observations à formuler sur le procès-verbal de la précédente réunion de conseil municipal. Personne n'a d'observation. Donc, le PV est adopté. Est-ce qu'on peut voter du coup le procès-verbal du conseil municipal précédent ? Vous êtes un petit peu dissipés ce soir, mes chers collègues. J'étais sur le vote du précédent, du PV du précédent conseil. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions ? Donc, le procès-verbal est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Donc, comme vous l'avez constaté, Nathalie est absente. Il me revient donc la tâche de vous présenter le compte financier unique, voilà, 2023, le budget principal. Alors, donc, vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article L 2222-3, vu la délibération numéro 17 du 19 septembre 2023 portant sur l'expérimentation du compte financier unique, le CFU, en lien avec la Direction générale des finances publiques des Pays de la Loire et de la Loire-Atlantique et la préfecture de Loire-Atlantique, vu l'avis de la commission des finances du 13 février 2024, vu le rapport de présentation du compte financier unique pour l'année 2023 de la ville de Sainte-Pazanne, vu le compte financier unique 2023 de la ville de Sainte-Pazanne. Considérant que le CFU met en évidence des informations clés sur la situation financière de la collectivité, en particulier sur la présentation des résultats, du bilan et le compte de résultats synthétiques et des taux de contribution et produits afférents. Considérant que le CFU est une procédure entièrement dématérialisée, permettant la mise en place de contrôles automatisés entre les données de l'ordonnateur et celles du comptable, ce qui simplifie leurs travaux en amont de la production du CFU. Alors, il est proposé d'approuver le CFU. Bon, on va peut-être en discuter un petit peu quand même avant. On est d'accord ? C'est là que je présente celui-là, qui est à l'écran en tout petit. Donc, dans les dépenses d'investissement, on a donc au chapitre 20 les immobilisations incorporelles, sauf le chapitre 204. Donc on avait une prévision de 368 900 €, une réalisation à date de 100 152, donc un taux de réalisation de 27%, avec un reste à réaliser de 83 880 €. On avait en chapitre 204 des subventions d'équipement versées.
qui concerne notamment des effacements de réseau. Donc on avait provisionné, enfin on a fait une prévision plutôt, 474 060 euros. On a réalisé 165 927, soit un taux de réalisation de 35%. Là, il y a notamment eu des retards dans les effacements de réseau. Donc il y a un reste à réaliser donc de 308 120 euros. Donc au chapitre 21, les immobilisations corporelles, on avait une prévision de 4 180 705 euros. Il a été réalisé jusqu'à présent 2 284 291,86 euros, soit un taux de réalisation de 54,64%. Donc ça concerne essentiellement l'école de musique, qui a bien avancé, n'est pas terminée, puisqu'il nous reste à réaliser donc 1 747 790. Donc c'est l'école de musique, mais ça concerne aussi la gestion technique des bâtiments, les travaux qui ont été débutés au 47 rue de l'Hôtel de Ville. Ensuite, les immobilisations en cours. On avait fait une prévision de 3 600 euros qui a été réalisée à 100%. Dans les dotations, fonds divers et réserves, on avait donc fait une prévision de 5 000 euros avec des réalisations à 2 515,21. Des emprunts et dettes assimilés, sauf 1688. Donc on avait une prévision à 750 000 euros et la réalisation est de 714 931,06. Donc ça a été réalisé à 95%. Voilà, il nous reste aussi... Alors, les dépenses, dans les dépenses réelles d'investissement, il y a le chapitre des opérations d'ordre de transfert entre sections de 602 400 euros avec une réalisation de 462 804,40. Donc total des dépenses d'ordre en investissement 602 550 et total des dépenses d'investissement de l'exercice 6 384 815 qui avait été prévu et une réalisation à 3 734 371,43. Donc un taux de réalisation de 58% avec 2 139 790 dans les restés à réaliser avec une grosse partie donc pour la fin des travaux de l'école de musique notamment. Vous êtes toujours là? Une question. Alors, justement, par exemple, sur la bibliothèque, tu vois, elle n'est pas terminée. Donc, on n'a pas tout payé. Donc, du coup, il reste... Ouais. Sur les 4 millions, bon là, on en est presque tout ça, mais à la fin, 3 700 000 plus 2 130 000, ça fait pas 6 millions. C'est parce que c'est ce qui est engagé aussi. C'est les dépenses qui sont engagées, qui se retrouvent en reste à réaliser. Oui, c'est les dépenses, c'est pas dans les prévisions, c'est ça. C'est ce qui est les réponses qui sont les dépenses qui sont engagées, qui se retrouvent dans les restes à réaliser. Mais il y a des dépenses qui n'ont pas été engagées non plus. Voilà, c'est pas des engagements. Alors, on passe aux recettes d'investissement. Donc, on a le gros chapitre 13, la subvention d'investissement, avec une prévision à 1 667 180 euros, une réalisation de 387 439,85 euros, donc un taux de réalisation de 23,24 et un reste à réaliser de 1 319 700 euros. Donc ça c'est notamment là encore l'extension de la bibliothèque école de musique pour laquelle on compte sur une subvention de plus de 600 000 euros. Donc ça pèse beaucoup dans ce reste à réaliser. Et il y a également donc, des subventions pour les études Petite Ville de demain, des liaisons douces et un remboursement de l'agglo par rapport à la rue de Bel Air, si je ne dis pas trop de bêtises.
Ensuite, dotation, fonds divers et réserves, 2 051 000, avec une réalisation à 2 066 357. Donc, un taux de réalisation un petit peu supérieur. Alors ça, c'est le 10. Excédent capitalisé, la FCTVA et la taxe d'aménagement. Oui, la fameuse taxe d'aménagement. Voilà, qu'on devra reverser l'année prochaine. Et donc dans le chapitre 24, produit des cessions d'immobilisation. Donc ça, c'est notamment les terrains qu'on a vendus. Donc le terrain de la DAPEI pour la construction du labo, le terrain des kinés. Donc là, il y a une prévision à 279 850 €. Et donc, il sera enregistré en recette de fonctionnement sur le compte 775. C'est pour ça que la fin de la ligne est grisée. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste donc le virement de la section fonctionnement à 1 296 105 €. Et donc des opérations d'ordre de transfert entre les sections 4, 5 et 6. Donc total des recettes de la section d'investissement. Donc en prévision, on avait 6 384 815 €. En réalisation, 3 228 075 et avec un reste à réaliser de 1 319 700 €. Voilà. Alors, on arrive sur les dépenses de fonctionnement. Donc, au chapitre 11, les charges à caractère général. Donc, l'eau, l'électricité, l'entretien des bâtiments, des voiries, primes d'assurance et autres. On avait une prévision à 1 862 700 € avec une réalisation à 1 572 681 et donc un total de réalisation à 1 577 041, donc un taux de réalisation de 84,66%. Pardon. Les charges de personnel et frais assimilés, donc c'est évidemment les rémunérations avec les charges et la médecine du travail et autres. Donc 3 236 200 €. Réalisation mandat émis 3 043 885 €. Donc un taux de réalisation plutôt juste de 94,06. Le compte, le chapitre 65, les autres charges de gestion courante. Donc là-dedans, on a les indemnités des élus et les subventions communales, dont le CCAS, et les adhésions à des organismes divers. Donc on est à 664 505 € avec une réalisation à 621 639 €. Et donc oui, la réalisation à 621 639, un taux de réalisation de 93,55%. Ensuite, le chapitre 66, les charges financières, donc c'est les intérêts des emprunts, avec une prévision à 105 000 €. Des mandats émis pour 65 964 €, des réalisations à 87 632,90 et donc un taux de réalisation de 83,46%. Des charges spécifiques, 4 000 € qui étaient dans les prévisions. 1867 qui ont été réalisés, soit 46,70%. Donc ensuite, on va passer au chapitre 23, donc le fameux virement à la section d'investissement. Donc ce virement constitue donc l'une des recettes propres de la section d'investissement, donc l'autofinancement, pour 1 296 105 €. Après, on a encore une ligne d'opération d'ordre de transfert entre sections, donc avec une prévision à 800 000, des mandats émis pour 750 666, et donc un taux de réalisation de 94,46. Ce qui nous fait donc des dépenses de la section de fonctionnement. Les prévisions étaient de 7 971 210 €. Les mandats, et les réalisations, plutôt dire ça, du coup, sont de 6 87 734 €. Voilà pour les dépenses de fonctionnement. Vous êtes toujours là? Vous êtes toujours là.
Alors, nous avons ensuite les recettes de fonctionnement. Donc, le chapitre 13, les atténuations de charges. Donc, il s'agit notamment des remboursements des arrêts de travail par la CPAM. Donc, on avait une prévision de 13 645 €. Un total de réalisation à 10 729,79 €, soit un taux de réalisation de 78,64%. Les produits des services, domaines et ventes diverses, donc c'est le chapitre 70, donc c'est les recettes des cours d'école de musique, la restauration scolaire, le reversement des salaires du CCAS ou encore le remboursement aglo pour les frais de personnel. Donc on avait des prévisions à 556 800 €, des réalisations pour 575 553,12 €, soit un taux de réalisation de 103,37%. Les impôts et taxes, donc des prévisions à 352 500 €, des réalisations de 365 051 €, soit là aussi un taux de réalisation de 103,56%. La fiscalité locale, elle était avec une prévision de 2 848 080 € et une réalisation de 2 816 927 €, soit un taux de réalisation de 98,91%, dû entre autres aux baisses des transactions et donc de la taxe additionnelle. Les dotations et participations, voilà. 2 419 805 € et des réalisations de 2 477 526,47 €, un taux de réalisation de 102%. Et d'autres produits de gestion courante pour 78 620 € avec des réalisations là, supérieures de 126 274,51 €. Alors, le chapitre 75, les loyers et remboursements de sinistres. Donc, recettes de gestion de services, total de réalisation, 6 372 062 €. Ensuite, on arrive au chapitre 77, les produits spécifiques, notamment une vente de parcelles, des ventes de parcelles, avec donc une prévision à 5 470 € et une réalisation à 26 825. Voilà, total des recettes réelles et mixtes, donc 6 398 899. Donc l'excédent de fonctionnement reporté de N-1, 1 093 890,52 €. Et donc total des recettes de la section de fonctionnement, les prévisions étaient de 7 971 210 et les réalisations de 6 861 704. Voilà. C'est quoi ça ? Donc, sur le budget principal, alors moi je n'ai pas tout à fait la même chose, si, ça va faire ça. Donc au niveau des dépenses de fonctionnement, donc on avait un excédent 2023 de 773 969,73 €. Au niveau des dépenses d'investissement, on avait un déficit de 506 295 067 €. Et donc, dans les restes à réaliser entre les dépenses et les recettes, on avait un déficit de moins 820 090 €. Donc, sur la question de l'affectation des résultats, l'écriture des excédents et des déficits, donc à l'article 002, l'excédent reporté en fonctionnement, on a donc 831 554,10 €, donc qui est le solde du résultat 2023, moins la part couvrant le déficit 2023 et le déficit des restes à réaliser. Alors, est-ce qu'on s'en sort avec le tableau que vous avez sous les yeux? Ouais, c'est bon. Et donc, l'article 1068, l'affectation du résultat. Donc, on a 1 036 306 € de recettes d'investissement sur 2024, venant couvrir le déficit 2023. Donc, le déficit 2023 de 216 115 et le déficit des restes à réaliser 820 090.
Et sur l'article 001, le résultat reporté en investissement, donc 216 216,15 € des dépenses d'investissement sur 2024. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Pas trop compliqué. Non, c'est des chiffres qui ont été vus en commission la semaine dernière avec Nathalie. Je sors. Ah, faut que je vous quitte pour le vote, du coup. Vous avez des questions? Qui s'oppose? Du coup, je note à voter. Qui s'oppose? Qui s'abstient? Bon, bah, c'est voter à l'unanimité. Stéphane, très bien. Merci Stéphane. Une question technique. C'est marqué comme ça. C'est la loi. C'est comme ça. C'est la règle. Parce que je ne peux pas voter, j'imagine, des comptes que je présente. Donc, ça, c'est OK. Je pense que c'est donc le conseil. C'est bon. Si, ça marche. Si, ça remarche. Ça remarche. Donc, on va passer ensuite au budget donc relatif aux les locatifs communaux. Allez, courage, on est qu'au début. Hein. Alors, donc les dépenses d'investissement. On a notamment donc les immobilisations corporelles, donc prévision de 24 321 €, mandat émis 7 493 €, donc un taux de réalisation de 30,81%. Ah mince, fallait que je lise un truc avant, pardon. Trop de feuilles. Donc, le budget annexe locatif communaux. Donc, vu le Code général des collectivités territoriales, CGCT, notamment l'article, c'est le même que tout à l'heure, L2222-3. Vu la délibération numéro 17 du 19 septembre 2023 portant sur l'expérimentation du compte financier unique en lien avec la Direction générale des finances publiques des Pays de la Loire et de la Loire-Atlantique, c'est la même chose que tout à l'heure, il faut relire quand même. Je vous le relis quand même. Vu l'avis de la Commission des finances du 13 février 2024, vu le rapport de la présentation du compte financier unique pour l'année 2023 de la ville de Sainte-Pazanne et vu le compte financier unique 2023 de la ville de Sainte-Pazanne, considérant que le CFU met en évidence des informations clés sur la situation financière de la collectivité, en particulier sur la présentation des résultats du bilan et le compte de résultats synthétiques et des taux des contributions et produits afférents. Considérant que le CFU est une procédure entièrement dématérialisée, permettant la mise en place de contrôles automatisés entre les données de l'ordonnateur et celles du comptable, ce qui simplifie leurs travaux en amont de la production du CFU. Donc, on en revient donc au budget locatif, avec donc des dépenses d'investissement, donc les dépenses d'équipement de 24 321 €. Des emprunts et dettes assimilées de 44 000 € en prévision et 39 949 en mandat émis. Donc des dépenses réelles d'investissement, on va passer plutôt à des dépenses, la section d'investissement. Donc prévision 68 321 € et des réalisations de 47 442 €. Les recettes d'investissement, donc toujours sur ce budget locatif. Donc là, on avait
Donc des totals de recettes réelles d'investissement. On avait fait une prévision à 1 000 € qui n'a pas été réalisée. Et donc le total des recettes de la section d'investissement est de 68 321,64 € en prévision et en réalisation de 57 603,44 €. Avec un solde d'exécution positif reporté de 7 321,64 €. Alors, les dépenses de fonctionnement pour les locatifs communaux, donc il y a les autres charges de gestion courante, 65. Non, ça doit pas être celui-là. Donc, il y avait une prévision de 6 266,77 €, des réalisations de 4 093,12 €. Donc, c'est le total des dépenses de gestion et des services. Des charges financières avec une prévision de 8 830 € et une réalisation de mandat à 5 807 €. Un taux de réalisation, total de réalisation à 8 713,68 €. Des opérations de transfert entre sections, donc une prévision à 60 000 € et une réalisation à 57 603 €. Donc, un total des dépenses d'ordre de fonctionnement de 57 603,44 €. Les totals des dépenses de fonctionnement de l'exercice sont à 71 589,44 €. Et donc, le total des dépenses de la section de fonctionnement sont à 71 589,44 €. Donc, ça, c'était les dépenses de fonctionnement. Nous passons aux recettes de fonctionnement. Donc les produits de gestion courante, donc les loyers, j'imagine, les loyers. Donc une prévision de 73 330 € et une réalisation de 77 073,34 €, soit des recettes de 78 438,31 €. Voilà, donc c'est ce qu'on retrouve dans toutes les colonnes. Le total des recettes de la section de fonctionnement, de 78 438 €. Voilà. Donc, les budgets locatifs. On a donc des dépenses de fonctionnement. On récapitule tout ce qu'on vient de se dire. 71 589,44 €. Recettes de fonctionnement. 78 438,31 €. Donc, l'excédent reporté de 2022 de 2 966 €. Le nouvel excédent de 2023 de 9 815,64 €. Des dépenses d'investissement de 47 442 €. Des recettes d'investissement de 57 603 €. Un excédent reporté de 2022 de 7 321 € et un résultat 2023 de 17 482,39 €. Donc, sur l'article 002, on a un excédent reporté de 9 815 € en recettes de fonctionnement. Et sur l'article 01, un résultat reporté de 17 482,39 €. Voilà, donc ça pour l'instant, ça reste un budget annexe qui va passer dans le budget principal l'année prochaine. Et donc, il faut le voter, et donc je ressors. Est-ce qu'il y a des oppositions? Est-ce qu'il y a des abstentions? C'est voté à l'unanimité. J'aime bien ces conseils où on bouge un peu, ça change. Alors, on va passer donc au budget annexe sur les ateliers et commerces relais. Mais je ne vais pas tout vous relire, hein, vous l'avez compris. Alors,
Donc, les immobilisations corporelles, donc dans les dépenses d'investissement. On avait prévu de faire des travaux, en fait, qu'on n'a pas réalisés. C'est pour ça qu'on avait fait une prévision à 152 630 €, mais on n'a pas fait d'extension. C'est ça ? Juste l'équilibre qui... Voilà. Il fallait le mettre quelque part. Très bien. Donc, dans les emprunts et dettes assimilées, donc sauf 1688, on avait fait une prévision de 57 000 € et on a réalisé 50 998 €. Dans les dépenses réelles d'investissement, donc on avait fait une prévision à 209 630 € et on a réalisé 50 998 €. Donc c'est le total de la section, total des dépenses de la section d'investissement. Dans les recettes d'investissement, on avait envisagé du coup 4 000 € dans les emprunts et dettes assimilés qu'on n'a pas réalisé. Je me souffle. Donc c'est les cautions sur les locations qu'on doit garder, j'imagine, en réserve, mais que comme les locataires sont restés dans leur location, on garde ces 4 000 €. Donc total des recettes de la section d'investissement, 209 630 € avec une réalisation de 60 380 €. Donc dans les dépenses de fonctionnement, on avait donc dans les charges financières des prévisions à 16 000 € avec un total de réalisation à 13 449 €. Et donc des totales des dépenses d'ordre de fonctionnement, 98 000 € en provision, 60 381 € en réalisation. Donc si on s'occupe du coup après des totales de dépenses de fonctionnement de l'exercice, donc on avait une prévision à 114 000 € et on a une réalisation à 73 831 €. Dans les recettes de fonctionnement, on a donc autres produits de gestion courante, donc là aussi les loyers de ces ateliers et commerces relais, donc qui sont de 82 341 €. Donc le total des recettes de la section de fonctionnement est de total de réalisation 82 341,60 €. Donc les résultats du budget 2023 pour ce budget atelier et commerce relais, donc des dépenses de fonctionnement de 73 831,86 €, des recettes de fonctionnement de 82 341,60 €, un excédent reporté de 2022 de 31 980,12 €, un nouvel excédent 2023 de 40 490 €. Des dépenses d'investissement de 50 998,18 €, des recettes d'investissement de 60 381 €, un excédent reporté 2022 de 107 630 € et un nouveau résultat 2023 de 117 014,51 €. Donc sur l'article 002, l'excédent reporté donc, de 40 490 € en recettes de fonctionnement. Sur l'article 001, résultat reporté de 117 014,51 € en recettes d'investissement. Vous n'avez pas tout à fait ça ? Ah. À 60 centimes près ? Voilà. Voilà, 117, 13, 79. Ok. Merci. Mais mon chiffre à moi, qui ne doit pas coller. Non, c'est normal. Tu as pris des trucs à Nathalie. Oui. Je te repasse la main, Stéphane, pour la suite. C'est celui-là qui On va celui-là. Est-ce qu'il y a des oppositions? Est-ce qu'il y a des abstentions? Bon, bah, du coup, voté à l'unanimité, le budget commerce relais.
Atelier annexe et commerce relais. Juste une chose à préciser. À chaque fois qu'on fait les affectations de résultats, c'est pas noté dans le bas des délibérations, mais je pense que ce sera ajouté dans la délibération finale. D'accord. Les 02, 002 et 001. D'accord. Donc Patrick me dit que dans la délibération ne sont pas notés en fait ce qu'on vous présente à la fin, les affectations de résultats, mais que ça sera rajouté dans la délibération finale et dans le PV que vous lirez tous avec grande attention. Et donc nous passons au service public local d'électricité. Donc, dans les charges à caractère général, on avait prévu 5 200 €. C'est ce qu'on avait dit, c'était les nettoyages. Hein, c'était le nettoyage qu'on n'a pas fait, de mémoire, entre autres. Donc, on a réalisé donc 559,39 €. Dans les dépenses, donc dans les charges financières, 2500 € de prévues et une réalisation de 1710,75 €. Donc des dépenses réelles d'exploitation prévues de 13 800 € et réalisées de 2270 €. Donc total des dépenses d'ordre d'exploitation, donc prévues 24 281 et réalisées 10 851. Donc, total des dépenses de la section d'exploitation, en prévu 38 081 € et en réalisé 13 122,04 €. Dans les recettes d'exploitation, on avait notamment donc la vente de produits fabriqués, donc là en l'occurrence d'électricité, une prévision à 18 000 € et une réalisation à 17 710,85 €. Voilà, donc dans le total des recettes de la section d'exploitation, on avait une prévision à 38 081 €, donc qui inclut le résultat d'exploitation reporté de 20 081,16 €, et donc un total de réalisation de 17 710,85 €. Alors, dans les dépenses d'investissement, donc on avait des dépenses d'équipement qu'on avait budgétées mais pas réalisées, et des dépenses financières on avait prévu du coup 16 500 € et on a réalisé 16 155,21 €. Donc les dépenses réelles d'investissement, on avait une prévision à 24 281 € et une réalisation à 16 155. Donc là aussi, on a un virement là, de la section d'investissement reporté de 4 763,03 €, ce qui fait un total des dépenses de la section d'investissement de 29 044,19 € et des réalisations de 16 155,21 €. Et dans les recettes d'investissement, on avait donc dotation, fonds divers et réserves de 4 763. Prévision et la réalisation est identique. Et donc, total des recettes d'ordre d'investissement, 24 281. Et recettes d'investissement de l'exercice, 29 044,19 € avec une réalisation 15 614,93 €. Voilà. Donc pour ce budget 2023 de service public local d'électricité, des dépenses d'exploitation de 13 122,04 €, des recettes d'exploitation de 17 710,85 €, un excédent reporté 2022 de 20 081 € et le nouvel excédent de 2023 de 24 669,97 €. Dépenses d'investissement 16 155,21 €. Recettes d'investissement 15 614,93 €. Un résultat reporté 2022 de moins 4 763 € et un nouveau résultat 2023 de moins 5 303,31 €. Donc affectation du résultat et écriture. Donc l'article 002 en excédent reporté 19 366 € en recettes de fonctionnement.
L'article 001, résultat reporté, moins 5 303,31 en recettes d'investissement. Et l'article 1068 d'affectation du résultat, 5 303,31 €, la part du résultat d'exploitation affectée pour couvrir le déficit d'investissement. Voilà. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Approbation du compte financier unique. Ah non, oui, budget. Budget annexe. Service public local d'électricité. Donc, nous allons maintenant passer aux tarifs municipaux pour les salles. Donc, sur proposition de la commission Finances, il est demandé au conseil municipal de fixer les tarifs d'utilisation des salles municipales à compter du 1er avril 2024. La revalorisation proposée par la commission est de 4%. Attention, la gratuité ne sera accordée qu'une seule fois, entre le 1er avril et le 31 mars, par association pour l'ensemble des salles. Donc on commence avec le tarif de location de la salle Escale de Ré. Donc le tarif numéro 1 qui s'adresse aux particuliers résidant dans la commune, avec donc pour les mariages, un tarif qui s'applique exclusivement aux mariés et aux parents des mariés au premier degré. Un tarif préférentiel donc pour les associations pazenaises, avec donc une fois gratuite, 3 fois 30% du tarif, puis tarif plein. Les comités d'entreprise, 3 fois 30% du tarif, puis le tarif plein. Les amicales des administrations de Sainte-Pazanne, 3 fois 30% du tarif, puis le tarif plein. Attention, pour le réveillon, un tarif à plus 50% avec aucune gratuité ni réduction accordée. Le tarif 2, il s'applique aux particuliers résidant hors commune, aux associations extérieures, aux comités d'entreprise et syndicats extérieurs, aux sociétés communales ou professionnelles imposées à Sainte-Pazanne. Et le tarif 3 s'applique aux sociétés commerciales et professionnelles hors commune. On fait toutes les propositions. Alors, donc sur la salle, on va peut-être faire juste la salle Éloi Guiteny, donc avec l'accueil et le bar, donc tout le complexe de la salle. Non, juste la salle Éloi Guiteny avec l'accueil et le bar. Donc en 2023, on était à 358 pour les tarifs 1, on passe à 372 en 2024. Voilà. Vous voyez 4% d'augmentation, ce que ça représente un petit peu. Donc ça, c'est pour la semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, non férié, ni veille de jour férié. Et pour la partie en dessous, donc pour le vendredi, samedi, dimanche et les jours fériés, veille de jour férié, on passe de 430 € à 447, donc pour la salle Éloi Guiteny, de 209 à 217 pour la salle Gonzague, avec les cautions pour la cuisine. Voilà. Pour la salle Léoté, donc la salle qui est derrière la mairie. Donc pour une manifestation dans la journée, on passe de 77 à 80, une manifestation dans la soirée de 95 à 99, et un forfait pour 5 réunions en journée, on passe de 245 à 255, avec toujours une caution de 300 €. Pour la salle Ringard et la salle du Tenu, donc qui ont les mêmes tarifs. Donc pour les Pazenais, on est à 116 €. On passe de 116 à 121. Et pour les extérieurs, on passe de 217 à 226. Donc c'est une location à la journée aussi. La location de la salle de spectacle et de la salle de l'entracte. Donc, pour les associations pazenaises, donc pour une journée avec représentation,
Donc on passe de 520 à 541. Pour les associations hors commune, de 780 à 811. Et pour les autres utilisateurs, entreprises et organismes hors commune, de 1190 à 1238. Donc une journée de répétition ou de montage, on passe de 104 à 108, de 156 à 162 et de 208 à 216. Donc la salle de l'entracte, on a là aussi des tarifs en semaine et week-end. Donc pour les associations PASNES, on passe de 187 à 194 en 2024 en semaine et de 229 à 238 le week-end. Pour les associations hors commune, on passe de 379 à 394 et de 575 à 598. Autres utilisateurs, entreprises et organismes hors commune, 478, on passe à 497 en semaine et de 662 à 688 le week-end. Donc l'augmentation du tarif autres utilisateurs, entreprises et organismes hors commune est due à l'intégration du coût du ménage dans le prix de la location. Les autres locataires sont responsables du ménage avant leur départ. Afin d'encourager les pratiques artistiques amateurs et l'éducation artistique et culturelle, la Commission propose la mise à disposition gracieuse du TMP pour les associations PASNES de pratiques artistiques amateurs ainsi que les écoles et structures PASNES enfance-jeunesse. Pour ces utilisateurs louant le TMP aux fins précitées, la Commission propose 2 journées consécutives d'utilisation gracieuse. Ces journées peuvent être consacrées à des répétitions ou montages ainsi qu'aux représentations. Dans le cas où la salle serait utilisée davantage, ce sont les 2 journées consécutives les plus onéreuses qui seront offertes. Les frais de technique, humains et matériels propres aux représentations de l'association sont à ces frais. Oui. Et donc voilà, le réveillon, donc là aussi on ajoute un tarif, enfin plus 50% du tarif avec ni gratuité ni réduction accordée évidemment pour cette soirée. Est-ce qu'il y a des questions, des observations sur ces augmentations des tarifs des salles? Est-ce que ça va couvrir le coût de l'électricité? Le coût de l'électricité? Le coût d'énergie, parce qu'il a pas mal explosé, donc il va réchauffer, comment ça complication? Sur une journée, oui, je pense que ça couvre le coût de l'électricité, au moins quand même, heureusement. On a 4% d'augmentation, c'est pas... C'est au niveau de l'inflation, c'est pas au niveau de l'inflation. Oui, bah, ça le couvrait déjà. Après, ouais, c'était compliqué d'aller au-delà de 4%. 4%, c'est pour couvrir effectivement le prix de l'inflation. C'est ce qui a été voté aussi enfin, voilà, sur l'agglo ou ailleurs, sur d'autres tarifs. C'est ce qui nous semble aussi rester raisonnable voilà, pour quand même garder nos utilisateurs. C'est exact, vous avez entendu, pas de chauffage toute l'année, on loue toute l'année. Est-ce qu'il y a d'autres questions, observations? On va passer au vote. Est-ce qu'il y a des oppositions à ces augmentations de tarifs? Est-ce qu'il y a des abstentions? Ces tarifs sont adoptés. Alors, je continue sur les tarifs du cimetière. Donc, sur proposition de la commission finance, il est demandé au conseil municipal de fixer le tarif des concessions de location de cases dans le columbarium et caverne à compter du 1er avril 2024. Du coup, il y a une erreur là. La revalorisation proposée par la commission des finances est de 4% pour tous les tarifs, sauf pour la location de cases dans le columbarium dont le tarif est maintenu. Donc pour les concessions du cimetière, donc pour une durée de 15 ans, on passe de 168 à 175 euros en 2024. Et pour les 30 ans, de 341 à 355 euros. Donc là aussi, une revalorisation de 4%. Et donc, l'allocation d'une case au columbarium reste inchangée. Donc pour 15 ans, toujours 836 euros et 1282 pour 30 ans. Pour l'allocation des cavurnes, on passe de 418 à 435 pour 15 ans et de 566 à 589 pour 30 ans. Les plaques funéraires pour le jardin du souvenir passent de 12 à 13 euros. Est-ce qu'il y a des questions, des observations sur ces tarifs?
Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Merci. Sans transition, le droit de place du marché. Donc, comme chaque année, là aussi, sur proposition de la Commission Finances, il est demandé au Conseil municipal de fixer les prix à payer par les commerçants ambulants s'installant sur le marché de Sainte-Pazanne à compter du 1er avril 2024. La revalorisation proposée par la Commission est toujours de 4%. Donc, on passe pour le mètre carré sans électricité de 2,59 € à 2,69 € et pour le mètre carré avec électricité de 2,70 € à 2,81 €. Donc, pour les abonnés au trimestre, le forfait animation ne change pas à 10% de leur abonnement. Les acheteurs-revendeurs ont un prix par mètre carré par jour de 2,16 € en 2024. Cirque, manège et attractions, que nous n'accueillons plus guère, seraient à 1,16 € avec un minimum de perception donc qui passe de 3,50 € à 3,64 €. Et donc les marchands de passage sont sans électricité à 0,54 € et avec électricité à 0,64 €. Est-ce qu'il y a des questions ou des observations sur ces prix du marché? Aucune. Donc est-ce qu'il y a des oppositions ou des abstentions? C'est adopté. Alors, en l'absence de Mariette, je vais présenter le point, à moins que Roger, tu veuilles. Je continue donc sur la billetterie du théâtre. Pour la saison 2024-2025, il est proposé de conserver les mêmes tarifs. Donc, soit un tarif plein à 15 €, des tarifs réduits à 11 € et des tarifs à minima, donc minima sociaux, jeunes de moins de 16 ans, tarif unique, pour les spectacles jeunes publics à 7 €. Est-ce qu'il y a des questions, des observations? Je vous propose donc de voter. Est-ce qu'il y a des abstentions? Non, des oppositions d'abord. Des abstentions. Donc les tarifs, les tarifs qui n'ont pas changé sont adoptés. Et je vais enfin passer la parole à Gérard sur les tarifs de la restauration scolaire. Comme chaque année, sur proposition de la Commission Finances, il est demandé au Conseil municipal de fixer les tarifs de restauration scolaire pour l'année scolaire. Donc là, ça sera pour l'année 2024-2025. On rappelle qu'à l'Assemblée, que la commune de Sainte-Pazanne est éligible au fonds de soutien de l'État, se traduisant par l'instauration d'une tarification sociale avec un plein tarif à 4 € suivant le quotient familial. Grâce à l'aide de l'État, donc le coût du repas sera donc pour les familles de 1 €. Donc pour l'année 2024-2025, donc vous avez les tarifs à 2023-2024 qui avaient déjà été votés l'an passé. Donc on a toujours jusqu'au quotient familial de 991, on a donc les tarifs à 4 €. Après, pour les suivants, on est à 4,31 €, 4,51 € et 4,70 €. Donc, on a fait une revalorisation d'à peu près 2% des repas. Donc, pour les restaurants scolaires, donc on a différents tarifs qui correspondent aux enseignants en fonction de leur indice de rémunération, donc au-dessus de 492 ou en dessous de 492. On a des tarifs pour les intervenants scolaires extérieurs et des tarifs pour les agents communaux. Donc pour ces tarifs, vous voyez qu'on passe de 775 € à 595 € pour les agents communaux. Donc là, pour les tarifs, pour ces tarifs-là, pour la restauration scolaire en dehors des familles, on a appliqué une revalorisation de 3%. Est-ce qu'il y a des questions ou des observations sur la tarification du restaurant scolaire? C'est parfaitement clair. Donc, est-ce qu'il y a des oppositions au tarif de restauration scolaire? Des abstentions? Je vous remercie.
Et je te laisse continuer, Gérard, avec les allocations et fournitures scolaires 2024. Donc toujours sur la proposition de la même commission. Donc nous avons défini les aides, les subventions qu'on a attribuées aux écoles, et on a convenu donc de rester sur, de ne pas faire d'augmentation par rapport à l'an passé. Et donc on donne la même somme pour les enfants, pour tous les enfants de la commune, qu'ils soient à l'école privée ou à l'école publique. Donc là, on parle de la subvention du spectacle de Noël avec le goûter de Noël. Donc on est sur donc c'est attribué en fonction du nombre d'enfants. Hein, donc pour l'école Notre-Dame de Lourdes, donc 212 enfants, et l'école publique Maurice Pigeon, 427 enfants. Donc on a une subvention, on leur alloue par enfant à 5,21 € et 1,50 € de goûter. Donc ça fait des sommes qui sont assez importantes et ça leur permet donc de venir voir, c'est eux qui paient par cette subvention le spectacle de Noël qui est proposé au TMP. Donc c'est pas suffisant, donc il y a une aide des parents pour pouvoir participer à ce spectacle. Donc voilà. Donc ça sera applicable, ça c'est les subventions qui seront applicables bien sûr à la rentrée prochaine, puisque en 2023, on les avait votées l'an passé. Oui, on ne vote pas là, oui. Donc pour les fournitures scolaires, c'est la même chose, sauf que pour l'école Notre-Dame, on ne donne pas d'aide aux fournitures scolaires, puisque ça rentre dans le calcul du contrat d'association qu'on verra un petit peu plus loin. Donc le montant n'a pas été revalorisé, là aussi on reste sur la subvention qu'on a donnée l'an passé, et aussi calculé en fonction du nombre d'enfants pazenais. Donc pour l'école publique, donc 427 enfants, ça fait une subvention de 21 209,09 €, donc 49,67 € par enfant pour les fournitures scolaires. Est-ce qu'il y a des questions ou des observations? Je vous propose de passer en vote. Est-ce qu'il y a des oppositions ou des abstentions? Je vous remercie et nous passons en effet au contrat d'association OGEC. Oui, est-ce que le petit nota bene là qui était inscrit, c'est que ces subventions sont données pour l'école privée essentiellement pour les enfants pazenais, hein, donc on déduit tous les enfants qui sont hors de la commune, et les tarifs sont donnés sur confirmation des effectifs par les écoles. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas, c'est une estimation qu'on a fait, on ne sait pas le nombre d'enfants qu'il y aura en 2024-2025. Sinon, pour la subvention de contrat d'association à l'OGEC, donc c'est un contrat d'association qui est calculé sur le coût de fonctionnement de l'école publique. Et donc pour les enfants de maternelle, on arrive à une somme de 1 643,82 €, et pour les enfants d'élémentaire, de primaire plutôt, à 493,94 €. Donc ça nous fait une subvention que la mairie donne à l'école privée, donc à l'association de l'OGEC, de 237 354,88 €. Et là aussi, les montants seront redéfinis en fonction du nombre exact d'enfants qui seront en 2024 à l'école. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Des observations? Eh bien, je vous propose de voter. Est-ce qu'il y a des oppositions sur la subvention de contrat d'association avec l'OGEC? Pas d'opposition, des abstentions?
Je vous remercie. Et donc on passe aux demandes de participation scolaire aux communes extérieures pour l'année 2024-2025. Donc tous les enfants qui viennent dans notre école, qui sont hors commune, notamment pour les classes qui bénéficient du dispositif Ulysse, on leur refacture donc la scolarité et on applique les tarifs qui ont été de base pour le contrat d'association, à savoir donc les 493,94 pour les enfants d'Ulysse, les maternelles 1643,82 et les primaires 493,94 aussi. Donc on applique les mêmes sommes qu'on utilise pour le contrat d'association. Est-ce qu'il y a des questions? D'observation? Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Merci. Donc je continue. Non ? Donc toujours sur proposition de la commission finances, il est demandé au conseil municipal de fixer comme suit les participations et cotisations intercommunales pour l'année 2024. Donc pour l'animation sportive départementale, qui est une cotisation qui est basée sur le nombre d'habitants, donc 85 centimes par habitant, ça fait une subvention de 6 253,45 € pour une cotisation en 2023 de 5 072,60 €. Et après, donc, on a d'autres participations et cotisations des charges intercommunales. Donc, l'association des maires, donc on fait une proposition de 50 €. La Maison de l'Europe, 1 000 €. Le Conservatoire de France, 119 €. La Fédération française de l'enseignement artistique, 200 €. L'APVF, c'est pareil, là c'est 11 centimes par nombre d'habitants, donc 809,27 €. Le Conseil national des villes et villages fleuris, donc là c'est des strates, et comme nous on est entre 3 500 et 9 999 habitants, le montant est de 225 €. L'Association fédérative départementale des maires et des présidents de communautés de Loire-Atlantique, l'AMF 44, là aussi c'est 0,258 centimes d'euros par nombre d'habitants, donc ça fait une cotisation de 1 898,10 €. La cotisation au CAUE, 960 €, donc là c'est pareil, c'est des strates, hein, comme on est au-dessus de 7 000 habitants et moins de 10 000, c'est le 960 €. Polénise, donc c'est une participation annuelle à la lutte contre les ragondins et le piégeage, donc 731 €. L'Andes, donc c'est l'adhésion à l'Association nationale des élus en charge du sport, donc 256 €. Et l'apicité, c'est pareil, c'est aussi, on est dans une strate entre 5 000 et 10 000 habitants, donc on a une cotisation de 500 € de préservation de défense du cheptel apicole. Donc ça fait un total de 6 748,37 € pour les charges intercommunales. L'imputation comptable, 6 281. Est-ce qu'il y a des observations ou des questions sur ces différentes cotisations? Tout à fait, la différence de population. On en a parlé tout à l'heure. Parce qu'en plus, ça tient, c'est l'estimation du coup qui est fait par l'INSEE qui tient pas, qui va être réajustée là, avec le recensement
à la baisse. Et donc 7357, c'est des moins la population totale du coup, c'est ça? Personne m'écoute. On va dire que c'est ça, population totale. Ça te va? Ils ne prenaient pas les mêmes chiffres. Oubliez les chiffres de la population, il y a effectivement plusieurs... Je n'ai pas tout à fait répondu à ta question, j'en ai bien conscience. De toute façon, ce n'est pas les bons chiffres. Mais c'est exactement, c'est ce que je disais à Patrick à l'instant. J'ai dit, est-ce qu'on peut ajuster avec les chiffres du recensement qui sont en cours et qui sont inférieurs à ça, mais il paraît que non. Ça sera l'année prochaine. Voilà, ça sera l'année prochaine. Alors, est-ce qu'il y a des oppositions à ces cotisations? Des abstentions? Non, je vous remercie. Alors, nous allons passer aux subventions aux associations, avec des présentations successives par Monsieur Roger Masson, Gérard Alain et Christine Girodino. Donc, subvention de fonctionnement aux personnes privées 2024. C'est parti. Ouais, donc je vais vous présenter les propositions de la commission sport et culture validées par la commission finances. Les subventions attribuées aux associations se composent, donc on a une part de fonctionnement à laquelle se rajoute 15,40 € par adhérent PASNET ou habitant PASNET. Donc le Football Club de Ray, 7 643. Le HBAC, 4 825. Le Judo Club Pazenay, 2040. Pazan Volleyball, 300. La Pazenès Basket Club, 4200 et 2200 de subventions exceptionnelles pour les 60 ans du club. Le Tennis Club, 1600. La Pazenès Tennis de table, 2380 et 750 € de subventions exceptionnelles pour l'aide à la montée en national. Pass de sport, 1500. Gympass, 200. Karaté Club Pazenay, 1000. Vive le sport, 300. L'amicale de billard Pazenay, 650. Et 300 subventions exceptionnelles, je ne me souviens plus pourquoi. L'aïkido, 300. Gymnastique Cœur de Ray, 3300. Res Yoga, 2590. Émouvance, 600. Exocet Club de plongée, 900 et 1300 pour l'amélioration de la station de gonflage. Res Celtic Dance, 250. Res Glisse, 300. Badminton, 700. Let's Dance, 3000. Sainte-Pazanne Tir à l'arc, 500. Et Bouge ton chien, 250. Les associations culturelles. L'atelier tout en couleur, 650. L'association Les Aéroplanes, 400. Post-Fleur, 380. Écofolie, 500. L'Harmonie La Pazenès, 2500. Société historique, 850. L'atelier théâtre, 2500. Cuir, art et tradition, 271. Comité de jumelage Mertingen ne souhaitait pas de demande. On n'a pas fait une demande, mais ne souhaitait pas avoir de subvention. Le comité de jumelage Harold ne souhaite pas de subvention de fonctionnement, mais demande 1500 pour l'accueil des Anglais au mois de mai prochain. Comité des fêtes ne souhaite pas de subvention. Entrée des savoirs ne souhaite pas de subvention de fonctionnement, mais 530 € pour une conférence en octobre. Ma pause créative, 500. Le marque-page, 500. Alors, Attila n'existe plus. Je ne sais pas pourquoi elle est sur la liste. La Pazenès Théâtre n'a pas fait de demande. Redzar, 630. L'outil en main, 2500. La cocotte minute, 190. Récital, 350. Et joueur par nature qui remplace Attila, 380 en fonctionnement et 1000 pour des réalisations de projets d'animation. Ce sont eux notamment qui animent au mois de septembre
la journée jeu ou le week-end jeu sur la place de Ray. Ils ont d'autres projets, dont le week-end du 8 gonflé à mort. C'est une manifestation avec des éléments gonflables dans les salles de sport. Donc ils nous demandent de les aider. Donc voilà pour ce qui est des subventions culturelles et sportives. C'est Christine, pardon, excuse-moi Christine. Allez, vas-y Christine. Très bien. Alors, les associations PASNES diverses, donc association pour le don du sang, 250, l'élémentaire, ça c'est à la maison citoyenne, 20 000 €, l'amicale laïque, 872, le comité des fêtes des écoles libres, 196, c'est quoi déjà ça, la PASNES? Ah oui, l'association, oui c'est ça, je cherchais, je voyais ce que c'était, mais je n'arrivais pas à trouver. L'association de remplacement, la PASNES, 700, le société communale de chasse, 500, l'association résidence Victor et Comard, 1040. Oui, c'est pour Passe-Balade en fait. C'est Passe-Balade en fait. L'UNC Sainte-Pazanne, ils n'ont rien demandé. Où le dossier est un peu tardif. Le Secours catholique, délégation de Loire-Atlantique, 500. Donc pour les écoles, toujours suite à la commission finances et la commission scolaire, donc nous participons pour tous les voyages scolaires de tous les enfants de la commune, qu'ils soient de l'école Notre-Dame de Lourdes ou les enfants de l'école Maurice-Pigeon. Donc on part toujours on est parti sur le même montant d'allocation que l'on donne à l'enfant. Et là aussi, donc pour l'école Notre-Dame de Lourdes ne sont financés que les enfants, que les PASNES. Et bien sûr, sur réalisation du projet. Si le projet n'est pas réalisé, il n'y a pas de subvention. Donc il y a une liste un petit peu de sorties, donc pour l'école Notre-Dame de Lourdes au centre équestre de mai à juin, un concert pour le CE1, CE2 à la Cité des Congrès, une sortie Terra Botanica, de l'Acrobranche, une sortie en vallée des Corrigans à Savenay, une sortie au Jardin des Milices à Montbert, sortie au Jardin des Milices aussi à Montbert pour les petites et grandes sections, une classe découverte à Quiberon, une classe découverte en octobre aussi pour les CM2 et on alloue aussi donc des montants pour les transports scolaires et pédagogiques qui, eux, là, ça sont aussi liés au nombre d'enfants PASNES qui se déplacent, donc à 6,84 €. Et pour toutes les autres sorties, on est à 11,56 €. Donc on a plusieurs... donc pour l'école, donc ça c'était pour l'école Notre-Dame de Lourdes. Et après, pour l'école Notre-Dame de Lourdes, en plus donc des sorties, on a aussi une subvention à l'école pour le coût de surveillance de la cour du temps du midi, puisque le temps du midi est un temps qui est pour les enfants qui mangent à la cantine, c'est un temps communal. Donc on finance les agents qui surveillent la cour sur le temps du midi à l'école Notre-Dame. Donc vous voyez, c'est un montant qui est de 11 457,77 €. Donc ça représente 3 agents à raison de 1h35 par jour. Donc ça fait, c'est le montant c'est le montant qui correspond au temps passé. Et pour l'école Maurice Pigeon, donc c'est la même chose. On part sur le même montant pour les sorties scolaires, donc de 11,56 € et 6,84 € pour le transport.
Donc là, Maurice Pigeon, en les maternelles, il va y avoir un spectacle, plusieurs spectacles, un atelier cirque, un spectacle d'art du cirque aussi en avril, les sorties de fin d'année à la mer, l'utilisation du théâtre et donc bien sûr les transports publics à 6,84 €. Et après pour l'école élémentaire, donc on a aussi les sorties avec les mêmes montants. Donc pour une rando acrobranche, pour une activité école et cinéma, un projet sur la biodiversité, le projet le bien-être à l'école, donc ça c'est une intervenante qui vient, le séjour mémoire de la Seconde Guerre mondiale, donc sur plusieurs jours, un séjour de classe découverte et patrimoine à Saint-Malo. Donc là, les sorties qui sont notamment donc, pour la Seconde Guerre mondiale et pour le patrimoine à Saint-Malo, donc c'est le montant de 11,56 € par enfant, par le nombre de jours où les enfants sont partis. Et après, donc toujours les transports scolaires, les transports pour aller donc sur ces manifestations qui est de 6,84 € par enfant. Là aussi, comme pour l'école Notre-Dame, donc tous ces montants seront bien sûr sur réalisation. S'il n'y a pas de réalisation, la somme n'est pas versée. Et donc après, on a aussi une autre subvention pour l'ADAPI Pays de Retz qui est de 1 480,82 €. Donc c'est 3 Pazenais multipliés par 489,57 €. On va continuer avec les associations extérieures. La DMR de Saint-Hilaire-de-Chaléon, 800. Vous avez à droite le nombre d'usagers et le nombre d'heures qu'effectue chaque association d'aide à domicile. Secours populaire, ils n'ont rien demandé. L'ADT 44, 617,75. L'ADAR, 881,20. La Croix-Rouge, 100. Association de prévention comité départemental de Loire-Atlantique, prévention routière, 50. Les restaurants du cœur, 400. L'Anadome, c'est aussi une association qui fait des repas, qui livre des repas à domicile et qui fait aussi des heures auprès des usagers, donc 238,21. France Ado, 100 €. Vacances et familles, 100 €. Et collectif spectacle en Retz, 200 €. Je continue avec il y a aussi le CCAS, donc le CCAS, 131 200 €, ce qui comprend les frais du personnel, la subvention d'aide pour les aides et le repas et colis des aînés. Bon, on a passé beaucoup de subventions, là, diverses et variées. Est-ce que vous avez des observations, des questions sur l'une ou l'autre de ces subventions ? L'élémentaire, pourquoi on donne énormément, enfin, c'est beaucoup plus important que pour toutes les autres associations, oui. Ouais. Oui, tout à fait. Oui. C'est vrai que ça faisait partie de notre projet de soutenir en fait la mise en place de cette structure sur Sainte-Pazanne qui est partie de rien, Oui, tout à fait. Ce qui était prévu, en fait, c'était une subvention qui soit dégressive. Donc, elle est effectivement dégressive et il s'appuie sur d'autres charges de financement. Mais à ce jour, ils sont pas effectivement... ils ne peuvent pas s'autofinancer encore pour le moment. Mais je comprends que ça puisse interroger, en effet. Oui, pardon, excuse-moi, Emmanuel. Pour les associations sportives, c'est un montant par adhérent ou c'est eux qui font la demande de C'est-à-dire que nous avons une
un calcul, une subvention de fonctionnement au nombre d'adhérents total, plus 15,40 € par adhérent PASNES. On donne une association qui demande plus que ce qu'elle a droit, enfin ce qu'elle a le droit par rapport à notre calcul. Ce n'est pas un droit, mais par rapport au calcul que la commission fait. Si elle demande plus, elle a que ce que le calcul lui donne. Si elle demande moins, on donne que ce qu'elle demande. Voilà. Mais on étudie chaque dossier. Hein, chaque dossier est envoyé par la... Parce que je ne comprenais pas, parce que je voyais qu'il y avait des montants qui tournaient autour de 29 €, peut-être quelque chose comme ça par... Oui, non, non. D'autres étaient largement en dessous. C'est-à-dire que si tu multiplies le nombre, 15,40 € par le nombre d'adhérents PASNES qui sont dans la... Ça te donne la somme et après, ben, tu peux voir ce qui est mis en place pour... C'est au prorata du nombre d'adhérents, quoi. En général, c'est... Si on fait le calcul, on est bon, quoi. C'était tout un débat qu'on a eu dans la commission et... Mais bon, on s'est mis d'accord sur ce sujet-là, quoi. C'est-à-dire que l'association sportive a tout intérêt à demander plus. Non. Non, parce que si nous, c'est sur présentation du nombre d'adhérents au total. Donc, on a la liste des adhérents avec leur lieu d'habitation, si c'est Saint-Hilaire, Saint-Père, etc. Oui. En fait, je me reproposais, et certains nombres de membres de la commission se reproposaient de faire un règlement, justement, d'attribution des subventions, en tenant compte d'autres choses, d'autres éléments, que le nombre d'adhérents. À savoir, j'ai regardé d'autres règlements, parce qu'il n'y en a pas en fait à Sainte-Pagane, d'autres communes qui fixaient aussi les subventions, par exemple en sportif, aux résultats sportifs, au classement, etc., au nombre de salariés et à d'autres critères que le nombre d'adhérents. Voilà, entre autres. Donc, c'est en étude, voir si ça pourra évoluer. Et de même qu'on est en train d'écrire un règlement du CCAS d'attribution des aides non obligatoires, je trouve que ce serait pas mal, comme on grandit et qu'on est de plus en plus sollicité, de mettre un règlement, ne serait-ce que pour nous protéger et puis pour avoir un souci d'équité beaucoup plus, j'allais dire, juste. Voilà. En supposant que ce que l'on fait aujourd'hui n'est pas juste. Ce qui n'est pas évident, ce qui n'est pas sûr. Dernière, on a attribué en sport, on a attribué un peu plus que l'année dernière, que les années précédentes, parce que le nombre d'adhérents a augmenté. Et si on regarde au niveau culturel, on donne moins en culturel, parce que dans certaines associations, le nombre d'adhérents culturels a légèrement diminué. Voilà, mais notre règlement n'est peut-être pas juste, mais il est juste aujourd'hui pour toutes les associations. On donne la même chose à toutes les associations. Après, effectivement, on peut rechanger, on peut prendre d'autres critères si on veut. Mais... Ouais. Oui, c'est en étude, effectivement. Il faut comparer aussi, parce qu'effectivement, je suis allé voir sur Internet, il faut comparer les communes du nombre d'adhérents aux communes. Si on regarde des communes de 25 000, 30 000 habitants, ils n'ont pas du tout les mêmes règles, ils ne connaissent pas les associations d'ailleurs, hein. C'est très théorique, très administratif. Là, c'est vrai qu'on tient à nous un peu plus compte quand même de la réalité du terrain, voilà, parce qu'on connaît les associations, voilà. Donc, mais je suis d'accord pour revoir le règlement. L'objectif, c'est de protéger la commune et aussi d'un souci d'équité quand même, aussi, qu'on a déjà, mais peut-être que d'autres critères rentrent en compte aussi. Ce qu'on peut rajouter aussi, c'est quand même qu'il y a les associations qui bénéficient de la salle de l'escale à titre gratuit pour faire leurs animations. Il y a des associations qui font des animations pour gagner un petit peu d'argent pour financer leur association. Et il y a aussi des associations qui font rien du tout.
Donc, Exactement. dans ce cas-là, il faut Mais rentrer aussi dans oui, les critères. ça fait partie des critères aussi de certaines communes aussi de privilégier les associations qui font aussi des actions extérieures pour augmenter leurs fonds aussi, voilà. Et il y a plein de critères à prendre en compte, donc c'est à l'étude, quoi. Voilà. Il n'y a pas que le nombre d'adhérents qui devrait jouer. Ok, est-ce qu'il y a d'autres observations? Parce que c'est vrai que voilà, ça touche... On peut juste rajouter que sur l'ensemble des associations, enfin des subventions pour les associations sportives et culturelles, on a diminué le coût global de 10 000 euros, enfin 8 000 euros, je crois, un truc comme ça, sur l'ensemble, quoi. Ce que nous avait demandé de faire un effort, voilà. Sur l'ensemble, on a aussi un petit peu diminué, quoi. Tout à fait. Et pour compléter, pour la commission scolaire, suite à la commission finances, pour l'année prochaine, on va réfléchir à mettre aussi des règles de financement des sorties, aussi en fonction de l'éloignement et puis des distances, parce qu'aujourd'hui, on donne les mêmes sommes pour tous les types de sorties, et on va revisiter un petit peu le mode de financement, parce que c'est des sommes qui étaient qu'on a reconduit depuis qu'on est élu et qui étaient déjà mises avant, et donc là on va se repencher sur les modes de calcul. Mais aujourd'hui on s'aperçoit que c'est vrai qu'il y a beaucoup de sorties qui étaient faites, mais ce qu'on avait surtout, on s'était tenu à regarder, à ne pas dépasser les sommes qui étaient demandées l'an passé. Et donc, comme on était à peu près dans des sommes équivalentes, on est resté dessus. Ok, on peut passer au vote du coup. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Et on va passer au point 15, la répartition du produit des amendes de police 2023. Donc je vous informe que la commune peut bénéficier de dotations provenant du produit des amendes de police. Les opérations susceptibles d'en bénéficier sont énumérées à l'article R de 2334-12 du Code général des collectivités territoriales. Ces opérations doivent, entre autres, concourir à l'amélioration des transports en commun et des conditions générales de la circulation et de la sécurité routière. Donc, je vous rappelle que des travaux doivent être engagés sur la RD 758. Il s'agit d'une liaison douce entre le futur rond-point desservant la zone d'activité Beau Soleil et le rond-point desservant la bibliothèque. Donc, ce sera une voie douce réservée aux piétons et aux cyclistes. Et ces travaux doivent améliorer la sécurité de ces derniers sur une voie très fréquentée. Donc, dans le cadre du financement des travaux correspondants, il propose de solliciter des aides, et notamment dans le cadre du produit des amendes de police. Donc, je vous propose de délibérer pour demander des aides financières dans le cadre des amendes de police pour les travaux relatifs à la création de cette future liaison douce. Est-ce qu'il y a des questions, des observations? Alors, le montant des amendes, ce qu'on peut aller chercher comme financement, ouais, autour de 15 000 euros, quelque chose comme ça. C'est pour ça qu'on est parti sur la liaison douce, elle est plutôt beaucoup plus chère, mais voilà, on part sur un budget plus important pour espérer récupérer le maximum. Donc c'est vrai que c'est une opération de sécurisation un peu plus globale que ce qui concourira à l'amélioration des transports en commun. Enfin voilà, c'est... Aujourd'hui, les amendes ne reviennent pas à la mairie. Pas directement, non. C'est pas reversé. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Et je pense que c'est Stéphane qui prend... Ah non, c'est bon encore. D'accord. Donc, définition des zones d'accélération pour le développement des énergies renouvelables et l'adoption de la cartographie municipale. Alors, vous vous souvenez qu'on a déjà parlé de ce point-là, donc les zones d'accélération pour les énergies renouvelables. On avait parlé des
méthode de consultation. Et donc là, on est sur l'adoption donc, des cartes. Donc, vu le Code général des collectivités territoriales, vu le Code de l'environnement et en particulier son article L123-19-1 qui définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public, prévu à l'article 7 de la Charte de l'environnement, est applicable aux décisions des autorités publiques ayant une incidence sur l'environnement, lorsque celles-ci ne sont pas soumises par des dispositions législatives qui leur sont applicables à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration. Vu le Code de l'énergie, en particulier son article L141-5.3 relatif à la définition des zones d'accélération pour l'implantation d'installations terrestres de production d'énergie renouvelable ainsi que de leurs ouvrages connexes. Vu la loi numéro 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergie renouvelable, vu le décret numéro 2020-456 du 21 avril 2020 relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie, vu le schéma d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, le SRADET, de la région des Pays de la Loire, approuvé par le Conseil régional des Pays de la Loire le 16 décembre 2021 et arrêté par le préfet de la région Pays de la Loire le 7 février 2022. Vu la délibération numéro 2019-384 du Conseil communautaire en date du 19 décembre 2019, adoptant le plan climat-air-énergie territorial de la communauté d'agglomération Pornic-Aglo Pays de Ré. Considérant que les zones d'accélération énergie renouvelable doivent être définies pour chaque catégorie de sources et de type d'installation de production d'énergie renouvelable, en tenant compte de la nécessaire diversification des énergies renouvelables en fonction des potentiels du territoire et de la puissance d'énergie renouvelable déjà installée. Considérant que les zones d'accélération énergie renouvelable doivent être définies dans l'objectif de prévenir et de maîtriser les dangers ou les inconvénients qui résulteraient de l'implantation d'installations de production d'énergie, considérant que l'élaboration des zones d'accélération d'énergie renouvelable doit faire l'objet d'une concertation publique et d'un débat en conseil communautaire, vu la délibération numéro 3 du conseil municipal du 28 novembre 2023 relative au lancement de la démarche d'élaboration des zones d'accélération pour le développement des énergies renouvelables, vu le bilan de la concertation du public réalisé du 4 décembre au 22 décembre 2023 inclus, il est proposé d'approuver les zones d'accélération pour le développement des énergies renouvelables telles qu'annexées à la présente délibération. Donc, nous avons les photos et des cartes par type d'énergie et une notice réalisée par l'agglomération. Est-ce que Stéphane, tu veux nous dire un mot sur les cartes que nous voyons à l'écran ? La carte de droite, c'est des extensions, c'est la modification du parc éolien et le parc éolien futur au niveau du port Feussan. Donc c'est l'augmentation de la puissance possible des éoliennes en place, mais c'est pas ça va dépendre des porteurs de projets. C'est une possibilité qu'ils ont. Sur la carte du milieu, faudrait qu'on me lise ce qui a marqué tout. Alors, c'est ça. Et donc, en gros, c'est sur toute la possibilité, sur toute la commune, sauf les zones qui ont été identifiées comme du patrimoine. Donc, autour de l'église, ça va être les différents châteaux qu'on a à Sainte-Pazanne. Ouais. Ouais. C'est ça. Voilà. Et à gauche, complètement, c'est sur les terrains dégradés et puis sur à mon avis, les parkings, les grands espaces, je pense. Donc c'est sur les friches et puis les zones dégradées. Donc il y a la carrière de la Coche en haut à gauche. Et puis après, c'est les parkings et puis il y a des friches, il y a des zones qui ont été remblayées avec des anciens déchets il y a très longtemps qui sont possiblement avec du photovoltaïque dessus, si des porteurs de projets se présentent. Et tout en bas, je pense que c'est essentiellement les parkings. Ah, c'est réseau de chaleur. Ah oui, c'est possibilité du réseau de chaleur. Après, sur le réseau de chaleur, il y a la partie friche de la gare, et après, c'est les équipements publics au sud de notre commune. À revenir sur le terrain de sport, si je me souviens bien.
Mais là, il n'y a pas eu d'étude de fait du tout. Voilà. Mais bon, ils sont indiqués quand même. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions, des observations? Non. Donc, je vous propose de voter maintenant. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Donc, nous en avons délibéré. Nous approuvons les zones d'accélération pour le développement des énergies renouvelables telles qu'annexées à la présente délibération. Nous disons que les productions énergétiques estimatives, selon les ordres de grandeur fournis par les services de l'État et le syndicat d'énergie de Loire-Atlantique, TE44, associés à ces zones sont de. Donc les productions énergétiques estimatives sont de 54 000 MWh pour l'éolien, 2178 MWh pour le photovoltaïque au sol, 8050 MWh pour le photovoltaïque au sol sur carrière, 35 654 MWh pour le photovoltaïque en toiture et 9 660 MWh pour le photovoltaïque sur ombrière de parking. Donc on rappelle que sur la chaleur renouvelable et le développement de réseaux de chaleur, 2 entités ont été identifiées, propices au développement d'équipements. Ces entités regroupent 9 équipements aux réserves foncières. Cependant, en l'absence d'études de faisabilité, aucun productible n'a été identifié sur le périmètre communal. On rappelle que s'agissant de l'agrivoltaïsme, la commune de Sainte-Pazanne ne souhaite pas à ce jour flécher de secteur pour le développement de ces installations qui viendraient notamment artificialiser des terrains aujourd'hui agricoles ou naturels et qui soulèvent des questionnements quant à la pérennité de l'usage agricole sur le long terme. Toutefois, soucieux de permettre le développement des énergies renouvelables au sein des exploitations agricoles, les autres zones définies, notamment celles concernant le photovoltaïque sur bâti, donnent prioritairement l'opportunité aux exploitants agricoles de pouvoir développer leurs projets de production d'énergie sur des bâtiments agricoles. On rappelle que sur la méthanisation, une étude du potentiel du territoire est en cours de réalisation à l'échelle de l'agglomération de Pornic-Aglo-Pays-de-Ré. Aussi, dans l'attente du résultat de cette étude, la commune n'a pas souhaité établir de zone d'accélération sur ce mode de production d'énergie renouvelable. Donc, vous m'autorisez à transmettre ces informations au référent préfectoral, à la communauté d'agglomération Pornic-Aglo-Pays-de-Ré et au pôle d'équilibre territorial et rural en charge du schéma de cohérence territoriale. On autorise la communauté d'agglomération à transmettre au référent préfectoral les données cartographiques conformes à cette délibération. Nous précisons que les cartes présentant les zones d'accélération énergie renouvelable retenues seront mises en ligne sur le site de la commune pendant 3 mois, de même que la synthèse des observations et propositions du public, avec indication de ce qui a pu être pris en compte, et dans un document séparé, les motifs de la décision. Nous indiquons que ces zones d'accélération seront annexées au plan local d'urbanisme lorsqu'elles auront été définitivement validées par les services de l'État. Voilà, et je repasse la parole à Stéphane pour la création d'une commission ad hoc spécialisée dans l'aménagement de l'île aux gares et la désignation de ses représentants. Ce qu'on peut rajouter au point juste avant, c'est que normalement, ça va être inscrit à notre PLU si l'État a rendu sa version en septembre. Donc ça sera annexé sur notre PLU. Je continue. Alors, création d'une commission ad hoc spécialisée dans l'aménagement de l'île aux gares, désignation de ses représentants. Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles 2121-21 et 2121-22, considérant que le conseil municipal peut créer à tout moment des commissions chargées d'étudier des questions soumises au conseil, considérant qu'il convient de créer une commission de travail chargée de valider la sélection des candidats admis en phase de remise des offres, puis de désigner l'offre lauréate, considérant la volonté de la ville de s'adjoindre un organe qui constituera un appui dans le processus de décision et d'attribution. Considérant que Madame la maire est présidente de droit de cette commission et que la commission peut désigner un vice-président, considérant l'appel de candidature effectué auprès des conseillers municipaux, considérant que la nomination des membres des commissions doit intervenir selon le principe de la représentation proportionnelle afin de préserver l'expression pluraliste des élus communaux, considérant le caractère spécifique de cette commission,
Elle sera dissoute à l'issue de la clôture de l'opération. Il est proposé de créer une commission ad hoc spécialisée dans la sélection des candidats admis en phase de remise des offres et dans la désignation de l'offre lauréate. Cette commission ad hoc permettrait d'intégrer l'EPF avec une voix délibérative en tant que propriétaire du foncier, d'autant plus que le conseil d'administration de l'EPF sera également amené à statuer sur le choix de l'opérateur et de la future vente des terrains pour la partie appartenant à l'EPF. Il est donc proposé de désigner des membres. Donc, qui veut faire partie de cette commission ? Alors là, les horaires, ça sera en journée. Au niveau de l'opposition, Monsieur Clavier souhaitait en faire partie. Oui, j'ai marqué. Gérard, Anthony, Bruno. Une commission, il faut compter au moins 3 heures. Quand on va choisir les lauréats, on épluche les dossiers. Donc ça peut être un peu long. Ouais. Si. David, ça serait bien qu'on ait un petit peu de parité. Voilà. Un petit peu de présence féminine dans cette commission. Parce que là, il n'y a que des hommes. Oui. La présidente. Ah ben toi, t'es par défaut. La difficulté, c'est qu'il faut réunir l'EPF, il faut Loire-Atlantique Développement, il y a les porteurs de projets qui vont venir se présenter. Donc la commission, ça peut être sur une journée complète où on reçoit tous les porteurs. Enfin, normalement, c'est en 3 et 5, hein, mais c'est quand même assez long. Ils ont 1 heure chacun. La clôture des offres, on retient le lauréat en juillet. Monique. 3, 4, 5, 6, 7. Ok, et du coup, il y avait... donc, tu serais vice-président de cette commission ? Ah, d'accord. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc on est 8 avec toi, Aurélie ? Oui. Vous êtes tenté ? Et Isabelle, on serait 9 finalement. Isabelle, Ouais. 9 heures. Très bien. Merci. Donc Gérard, Anthony, Bruno, Constant, David, Monique, Isabelle, Stéphane et moi. Ok. Du coup, il faut faire voter quand même. Est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ? Merci. Et on arrive au droit de préemption urbain. Merci Denis. On va 36 avenue de Cache-Bonhomme. 36 avenue de Cache-Bonhomme. D'accord, ok. Ensuite 40 rue du Moulin-Baudrin. D'accord. Et 24 rue de Bazoin. Donc nous renonçons à acheter ces immeubles. Ensuite, nous avons un petit agenda avec les belles affiches donc en lien avec le festival Errance, donc avec différentes animations actuellement à la bibliothèque du 2 février au 6 avril et des concerts de Nélila et des écoles, enfin de l'école de musique et de la chorale. Donc le 23 mars à 17h30 et 20h30 avec des places qui sont disponibles sur le site de Spectacle en Ray. Tarif unique de 7 €.
On a prévu un petit temps d'inauguration de la place de l'Abbé Portier le jeudi 21 mars à 18h. Donc, notez la date pour célébrer le printemps. On se retrouve à l'extérieur. Et bien sûr, la journée citoyenne, j'espère que vous l'avez tous bien noté dans vos agendas, le samedi 11 mai 2024, avec une clôture des inscriptions le 25 mars. Donc, une ouverture des inscriptions. Le 25 mars, avec donc des ateliers qui commencent à se dessiner, donc les collectes de déchets, la cuisine, les ateliers photos. Donc voilà, il y en aura pour tous les goûts. N'hésitez pas surtout à en parler autour de vous. Je vous les ai déjà dit, mais je me répète, vous êtes les premiers ambassadeurs des actions de la municipalité. Dans les autres rendez-vous, les inscriptions sont ouvertes pour la rentrée scolaire 2024-2025 avec des portes ouvertes le vendredi 22 mars à l'école maternelle Maurice Pigeon. Donc, dans le cadre d'Errance, l'exposition Senpai du 4 au 29 mars à la bibliothèque, la semaine hors les murs de l'école de musique du 25 au 30 mars et bien sûr le prochain conseil municipal le mardi 26 mars à 20h30. Je vous remercie tous et s'il n'y a pas de questions autres, je déclare la séance close. Là, on coupe la retransmission.